Aujourd'hui, on jase avec un homme d'histoire, un homme politique, un homme de plein air. On jase là avec Gilles Brassard. Bonjour, Monsieur Brassard, ça va bien? Oui, Pierre, ça va très bien. Fait qu'on est ici aujourd'hui pour parler de vous. Moi, je suis privilégié, j'ai travaillé, j'ai pas travaillé avec vous, mais vous m'avez enseigné. Mais avant de parler de cette grande période où vous avez été le mentor en histoire de plein de jeunes de la région, du secteur, commençons au début. Monsieur Brassard, est-ce que vous êtes né à Dolbeau-Mistassini, vous? Moi, je suis né à Mistassini. OK. À une époque où les naissances se faisaient à la maison. OK. Alors, mes parents demeuraient, puis ils venaient de se marier, évidemment, puis ils demeuraient en annexe de la maison de mon... Ils avaient bâti une annexe de la maison des grands-parents, Simard. Et puis, c'est Bellevue, pour ceux qui connaissent un peu le secteur, tout près de la rivière. Et puis, c'est ça, je suis né là, mon frère Jacques, qui était plus vieux que moi, puis Nicole aussi, qui est 2 ans plus vieille que moi. Elle est née à Saint-Méthode. OK. Parce qu'il y avait, à l'époque, ils résidaient avec les grands-parents, puis les grands-parents paternels demeuraient à Saint-Méthode, puis Nicole, c'est là qu'elle est née. Okay. Donc, je sais ça, je suis né à Mistassini, puis j'ai grandi à Dolbeau, parce que mon père a bâti une maison sur le boulevard Warburg à Dolbeau, puis c'est ça, on a vécu là plusieurs années, puis c'est ça. C'est pour ça que... Puis j'ai fait carrière à Mistassini. Donc, je suis un fils de Dolbeau et de Mistassini, puis aujourd'hui, je suis fier de vivre dans la communauté de Dolbeau-Mistassini. On va en reparler, mais vous étiez là en plus lors de la fusion. Là. Oui. Vous avez participé à tout ça. Mais, donc, un frère, une sœur, c'est ça? On est 5. 5. C'est ça. J'ai 2 frères, le dernier, Laval... vous êtes dans le milieu? Moi, je suis dans le milieu, c'est ça. J'ai toujours été au milieu, moi. Les deux. Comme ça profite d'un côté et de l'autre, à gauche et à droite. Ensuite, j'ai une sœur qui demeure à Québec. J'ai 2 sœurs, en réalité, qui demeurent à Québec. La plus vieille, Nicole, puis Charlotte, qui est juste derrière moi, qui demeure à Québec. Puis mon frère demeure à La Terrière. Puis vous gardez des bons liens? Ah, toujours. Il n'y a pas beaucoup, je dirais pas de journée, mais il n'y a pas de semaine qu'on se parle pas, là. Puis c'est sûr que... Puis c'était comment la vie chez les Brassard quand vous étiez petit? C'est quoi vos souvenirs d'enfance qui vous ont marqué? Oh, c'est beaucoup d'événements. Je pense que l'esprit de famille, le fait qu'on côtoyait aussi les frères, les sœurs, et de mon père et de ma mère. Puis c'était très familial. Oui, puis il y avait beaucoup de liens aussi avec les cousins-cousines. Moi, j'étais beaucoup ami avec mes cousins, puis on a partagé plein de choses. Il y a des choses qui se comptent, mais il y en a d'autres qu'on va taire. C'est correct. Votre père, il travaillait... Mon père était policier. Ah oui? Il était policier pendant plusieurs années. Le numéro 2, là, le numéro 2 dans le sens qu'il portait le badge de 2. Okay. Et puis, c'est ça. Ça aussi, ça rappelle de bons souvenirs. Puis c'est assez particulier parce que je parlais justement de ça avec quelqu'un de ma famille dernièrement. Mon père, en fait, à l'époque, vous savez, ça se faisait à la vaille que vaille, là. C'est-à-dire que lui, à un moment donné, il se promenait sur le boulevard Warburg. Et puis, il a rencontré le chef de police qui faisait une patrouille à pied, parce que dans ce temps-là, le jour, les véhicules de la ville, de la voirie, servaient à la patrouille pour les policiers le soir, parce qu'à ce moment-là, c'était réduit. Et puis, il rencontre mon père, puis il dit à mon père, il dit, sais-tu, il dit, t'as une bonne carrure, puis il dit, je te verrai, moi, un policier. Bon, mais il dit, moi, j'ai pas rien qui me rapproche de ça. Il est arrivé à la maison, puis il a parlé de ça à ma mère, Georgette. Puis Georgette a dit, sais-tu, elle dit, ça pourrait avoir de l'allure. Puis à un moment donné, il est retourné voir le chef, il dit, tu viendras lundi prochain à la séance du conseil. Il dit, ils vont t'engager. C'est le même qu'il était engagé, là, pas rien de... Il n'y avait pas besoin d'études particulières. Vous savez, à cette époque-là, c'est assez spécial, ça me fait penser à d'autres choses. Pour vous dire que les choses ont beaucoup changé. Mon père, d'abord, avant d'être policier, évidemment, il a fait 1000 métiers, 1000 misères, comme on dit. À l'époque aussi, des débuts de l'Alcan, mon père, sa famille était à Chicoutimi.
Puis lui, à un moment donné, ben, il était jeune, il avait peut-être 16-17 ans. Puis il avait un emploi pas probable à l'Alcan à l'époque. Et puis c'était un chauffeur de camion. Mais il n'avait pas ses permis. Mais il avait eu une pratique avec ses frères plus vieux et tout ça. Fait que, il est allé, c'est lui qui me raconte ça. Il est allé rencontrer le bureau des licences qu'il appelait dans ce temps-là. Puis il dit, j'ai vu le monsieur, puis il dit, le monsieur m'a dit, je voudrais avoir mon permis de conduire de camion pour avoir un emploi. Ah, ben il dit, as-tu de l'expérience un peu? Il dit, oui, j'ai appris avec mes frères. Ben il dit, ça va être 50 cents. Fait qu'il a eu son permis pour 50 sous. Il se plaisait à nous raconter ça. C'est pour vous dire que... Mais là, votre père policier, là, ça fait que quand vous étiez jeune, vous faisiez des mauvais coups, on vous disait, là, si tu fais pas ça comme il faut, on appelle la police. Vous disiez, oh, la police, c'est mon père. Justement, on parlait de ça récemment. En réalité, mon père était policier pour la ville, mais la police, chez nous, à la maison, c'était la mère. C'était la mère, Georgette. Ouais, ben, en tout cas, c'est plein de beaux souvenirs. Oui, évidemment, ça... Votre père, c'était une mère au foyer, comme il y avait la plupart des femmes à cette époque. Oui, absolument. Sauf que elle avait enseigné quand elle était avant son mariage. Puis comme le voulait un peu la coutume, quand on se mariait, ben on endossait la profession de mère de famille. Ouais. Puis là, avec les années, ben là, à un moment donné, les 5 enfants ont vieilli. Puis elle est retournée au travail comme enseignante. Ah, wow! Même que quand j'ai débuté mon enseignement en 1969, je l'ai eu comme collègue. On a partagé la même salle de classe. Pas de classe, mais de prof. C'est très, très... Ah oui, elle était au professionnel à ce moment-là. Wow! Ouais. Et là, vous grandissez, et puis Gilles, il est comment adolescent, à l'école? Ça devait être bon à l'école, je me dis? Curieux? Oui. J'aime pas dire ça, mais je pense que j'avais des bons résultats, puis je frisais plus la tête que la queue là, de la classe. Mais je pense que j'étais un élève quand même pas rébarbatif, là, pas difficile. Et puis, j'ai fait mon primaire à l'école Sainte-Thérèse d'abord, ensuite à l'école, ce qu'on a appelé par la suite Marius Paris, mais ce qui était Saint-Tarcisius, absolument. Et puis, rendu en 7e année, à un moment donné, j'ai eu, comme les premiers de classe étaient, je dirais, à l'époque, il y avait le cours classique, il y avait scientifique, puis il y avait général. Donc, on m'a conseillé d'aller au classique, ce que j'ai fait, mais je pratiquais aussi le sport. Je faisais beaucoup de hockey, puis je ne suis pas vraiment bon, par exemple. Il faut dire, j'ai compris parce que j'ai arrêté midget. Mais comme je faisais beaucoup de hockey, puis je vous parlais tantôt de la proximité que j'avais avec mes cousins, il y a un de mes cousins, Régent, qui lui aussi aimait le hockey. Puis on savait qu'au Juvénat, il y avait beaucoup de pratiques de hockey. Oui. Écoutez, avec les patinoires extérieures. Là, je me suis dirigé vers le Juvénat, pensionnaire, même si c'était à 1 kilomètre de la maison. Parce que vous étiez obligé d'être pensionnaire, même si vous étiez... Oui, bien c'est ça. Il n'y avait pas de... C'est ça, c'était pensionnaire ou rien. Là. Il n'y avait pas de partage. Fait que je suis entré au Juvénat, puis là, à ce moment-là, on mettait les patins 5 fois par jour. Le matin, la récréation, le midi, la récréation de l'après-midi, puis le soir. Ça faisait mon bonheur. Oui. Puis là, ben c'est ça. Le premier bulletin que j'ai eu, je suis arrivé premier de classe, puis je me souviens que ma grand-mère, évidemment qu'elle voyait un avenir de religion, là, parce que dans toutes les familles, à ce moment-là, on voulait avoir un religieux, idéalement un curé. Et puis, elle m'avait apporté une petite statue à ce moment-là, c'était le pape Jean XXIII, pour me remercier, me féliciter pour mes bons résultats. Ça m'avait marqué. Plus ultérieurement, là, par la suite, quand on fait un recul sur tout ça, on comprend mieux les mentalités de l'époque. Ouais. Et puis c'est ça. Mais par contre, j'ai fait juste 1 an au Juvénat. Par la suite, j'ai continué mon classique. Je suis arrivé au début de Jean Delbault. Okay. Au milieu des années 60, 64, quelque chose de même, peut-être avant ça. En tout cas, peu importe. Et puis, j'ai fréquenté Jean Delbault, poursuivi mon classique à ce moment-là, il y avait l'élément, il y avait syntaxe, méthode, versification. Versification, c'est équivalent au secondaire 4. OK. Puis là, comme les belles lettres, c'était secondaire 5, là, j'ai poursuivi aux belles lettres au séminaire de Chicoutimi. OK. Pour 1 an. Ça, c'était la première fois que vous quittiez un peu oui, on fait abstraction de l'année du Juvénat. C'était loin de chez moi. Là.
Puis là, ben, il y a eu toutes sortes Là, je vous dirais que là, j'ai connu une période creuse un peu, dans le sens que ça a été plus difficile à l'école parce que, mettons que je faisais pas les efforts suffisants, puis en tout cas, j'ai eu quelques incartades là, qui ont fait que les autorités de grand, ben, je me souviens plus du nom qu'on donnait, en tout cas celui qui était le boss, si on peut dire, a fait venir mes parents. Là, ça a été un tournant parce que là, mon bulletin était moins bon un peu, puis en tout cas. Ça s'est rétabli. J'ai réussi quand même à sortir de tout ça. Puis par la suite, ben, faut dire qu'à ce moment-là, comme je vous disais tantôt, on était 5 à la maison. Et puis, mon frère travaillait, puis gagnait déjà sa vie. Puis j'étais bien copain avec lui aussi. Puis on sortait les fins de semaine ensemble, puis lui, il avait de l'argent, puis moi, j'en avais moins, puis en tout cas. Fait que là, à un moment donné, je voulais trouver un chemin le plus court possible pour faire de l'argent, pour avoir un salaire. Et puis, ben c'est ça. Quand à ce moment-là, puis il y avait aussi, il faut le dire aussi, le facteur économique. Là, ça coûtait quand même des sous à mes parents, l'appartement, puis tout ça, parce que, pas l'appartement au séminaire, là, mais par la suite, vous allez comprendre, en tout cas. Fait que là, à un moment donné, j'ai choisi de revenir au Bercail, puis de me diriger vers l'enseignement. Okay. Fait que là, après ma belle lettre, on me reconnaissait. Dans ce temps-là, pour devenir enseignant, il y avait le brevet A, c'était 4 ans. Brevet A1, A2, A3, A4. Puis on m'a reconnu le A1, donc je suis passé au A2. Puis j'ai fait 3 ans, c'est-à-dire j'ai fait 1 an à ce moment-là, c'était à Chanoine-Simard. Ils appelaient ça l'école normale. Et puis, l'école normale, à ce moment-là, c'était la première année qu'elle accueillait des garçons. Ça a duré 1 an pour toutes sortes de raisons. Il y a eu fermeture de cette école-là. Puis on a été transférés à Chicoutimi. Ils appelaient ça le Centre de formation des maîtres. Oh. Et puis, au Centre de formation des maîtres, ben, c'est là que j'ai terminé mes 2 dernières années avant de devenir professeur. Puis là, ben... Et là, vous étiez professeur... De n'importe quoi, ou vous aviez déjà une spécialité? J'avais déjà une spécialité, j'étais en histoire. Okay. On avait... c'est ça, on avait des orientations comme celle-là. J'étais en histoire. C'était un choix personnel parce que c'était votre intérêt ou c'était arrivé? C'était mon intérêt. C'était mon intérêt. Puis, c'est ça. Et quand je suis arrivé, j'ai terminé mon brevet A et après 3 ans là-bas. Là, je suis revenu ici en ville. Puis, à ce moment-là, je me souviens, pour vous dire qu'il y avait une rareté il y avait pas, oui, une rareté de professeurs. Je me souviens que la dernière année, on organisait, via le bureau de chômage, il y a des commissions scolaires qui demandaient, il y avait des subventions pour ça, qui payaient pour transporter de futurs enseignants dans leur région pour pouvoir les accueillir, les engager. Parce qu'il y avait vraiment une pénurie de professeurs dans ce temps-là. Et puis, moi, je me souviens, j'avais fait un voyage, mais finalement, à Mistassini, il y avait une possibilité. Je pense que la première, à Notre-Dame-des-Anges, je connaissais des gens qui travaillaient là, puis ils m'avaient dit, ben, tu devrais venir travailler avec nous autres, etc. Fait que, il a engagé, je me souviens, la première année, on était 13 nouveaux profs, en 1969, la même année. Et il y avait encore des religieux qui enseignaient à Il y avait encore des religieux. Et puis, comme à ce moment-là, évidemment, j'étais le nouveau, là, j'ai accepté des périodes d'histoire, mais comme il n'y avait pas un poste plein, on m'a donné un complément en anglais. Ah. Donc, j'ai enseigné l'anglais, je vous dirais, pour peut-être 3 ou 4 ans, en tout cas, peu importe. Est-ce que c'est une langue que vous maîtrisiez ou... Je n'étais pas bilingue. Okay. Disons que j'ai toujours été très bon en langue. Classique, on apprenait le latin, on apprenait le grec. J'ai toujours eu beaucoup d'affinité avec les langues, mais je ne parlais pas anglais parce qu'on n'avait pas eu l'occasion. J'avais fait un voyage d'été la première année que j'ai enseigné. On est allé faire un peu d'immersion en anglais. C'était l'époque où il y avait la cueillette des tomates. Là. Oui. Moi, j'avais travaillé avec un collègue, Raymond Gauthier. On avait travaillé dans il appelait ça un warehouse, une espèce d'entrepôt là, pour en tout cas, stocker les tomates. Stocker, c'est ça, les tomates, les patates, tout ça, en tout cas, toutes sortes de choses. Mais outre ça, j'avais pas de... C'était pas mon intérêt non plus d'enseigner à long terme l'anglais.
Alors, c'est arrivé un événement assez particulier, parce qu'il faut se rappeler que c'était à la période où on côtoyait des religieux, à ce moment-là, des religieuses. Oui, puis le rapport parent vient d'être sorti en 67, donc l'éducation est en train de se transformer aussi. Là. Absolument, absolument. Moi, j'ai été de la génération qui a vécu là, à l'école toutes sortes de transformations au niveau pédagogique. Puis, comme je disais, à cette époque-là où il y avait des religieux, il y en a qui commençaient aussi à regarder ailleurs, c'est-à-dire qu'ils défroquaient, on disait défroquer. Oui. Puis c'est ça. Donc, moi, il y avait une religieuse qui enseignait l'histoire en secondaire 2. Moi, la première année, j'avais enseigné, il y avait 4 groupes d'histoire en secondaire 4, puis j'avais de l'anglais en secondaire 2. Puis, à un moment donné, quand on est revenu à l'automne pour prendre nos postes, on m'a dit, est-ce que tu es intéressé à prendre le poste de Lisette, de sœur Lisette? Je ne voulais pas la nommer, là, du coup. C'est pas plus grave que ça. Elle n'a pas fait d'acte criminel, elle a fait juste défroquer. C'est ça. Ça fait que là, ils ont dit ça. Ils ont dit, écoute, elle est partie. Bon, puis j'ai su par la suite que effectivement, elle était sortie de religion, puis elle était partie avec le vicaire de la paroisse. Puis ils ont formé un couple, puis c'est correct. Ben oui. Moi j'étais heureux qu'on vole en juste noces parce que ça me donnait un poste pur en histoire. C'est de même que je me suis dirigé, puis j'ai fait carrière en histoire toute ma vie. Puis quand on parle en tout cas, peut-être que ça viendra plus tard, mais tantôt, en introduction, on a parlé à un moment donné peut-être en préambule, là, le fait que j'ai enseigné je te dirais, des centaines, je dirais même des milliers d'étudiants. Une des appréciations qui me fait le plus plaisir, c'est quand j'arrive dans un endroit, puis que ce soit l'hôpital, que ce soit un commerce, n'importe quoi, à un moment donné, je côtoie quelqu'un, puis il dit « Vous n'êtes pas M. Brassard, vous m'avez déjà enseigné. » J'ai jamais eu vraiment de bêtises, mais j'ai toujours des bons souvenirs. À un moment donné, il y a un parent qui me dit « Savais-tu ça, toi, que mon garçon, là, il a poursuivi des études en histoire parce que tu lui avais donné le goût? » Tu sais, c'est valorisant. Ça vaut le salaire ça vaut un gain de l'auto. Alors, c'est un peu le salaire, la gratitude des étudiants. Surtout quand ils arrivent en secondaire 2, ils ont une compréhension de l'histoire qui est minime, mais là, vous leur ouvrez la porte vers un monde extraordinaire qui vous fascine. Moi, je me rappelle avoir vu les Égyptiens ou Romains, puis ça nous faisait rêver, en fait. Ça nous faisait voyager aussi. C'est juste le bel âge, là, en deuxième secondaire, où on a encore un petit peu on sort un peu de l'enfance, mais on a encore un petit peu de candeur. Puis là, bien évidemment, mon plaisir, c'était de me promener de long en large dans la classe, puis de vulgariser des choses, puis de voir les yeux briller des jeunes. Quand tu me parles de l'Égypte, là, c'était quand on arrivait au niveau des momies et tout ça, là, c'est sûr que de temps en temps, un petit peu d'humour au travers de ça, là, tu sais, là. En tout cas, c'est des beaux souvenirs. C'est des beaux souvenirs. Ben oui, parce que ça reste, là. Moi, je suis allé à Londres voir la pierre de Rosette. Puis la première fois que j'en ai entendu parler, c'est vous qui m'avez parlé de ça, tu sais. Mais je veux dire, ça reste dans notre inconscient parce que ça nous fait comprendre le monde d'aujourd'hui, là. Puis est-ce que vous aviez une période historique préférée à enseigner? Oui, je dirais l'Antiquité. L'Antiquité, oui. En histoire, à ce moment-là, on voyait les périodes, là, Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance, puis époque contemporaine, mais j'affectionnais beaucoup l'Antiquité pour plein de raisons, là. Les Égyptiens en sont une, l'Empire grec, puis romain, puis Alexandre le Grand, puis la Macédoine, puis tout ça, c'est tous des beaux souvenirs. Puis il y a tellement à dire là-dessus là, que c'est un peu dommage, je dirais pas qu'on relègue l'histoire aux oubliettes, là, mais je trouve qu'on ne parle pas assez encore du passé. Je comprends qu'à l'école, là, qu'on puisse... on ne peut pas vivre juste sur le passé, mais à un moment donné, c'est le mélange de tout ça. Il ne faut jamais renier nos origines. Oui, puis ce qui est complexe dans le cadre d'un cours, c'est qu'on pourrait faire 100 heures sur tous les sujets, mais là, il faut faire toute l'année, puis voir des hommes des cavernes à aujourd'hui. Fait qu'il faut faire des choix, quelque part. Bien, t'as entièrement raison. Je dirais, par exemple, quand on parlait tantôt d'enseigner en deuxième secondaire, puis je disais aussi préalablement que j'ai enseigné en quatrième secondaire, ce que j'ai moins aimé en quatrième secondaire, t'en fais un peu allusion, c'est le fait qu'on était contraint par le programme, puis qu'on avait un examen du ministère à la fin de l'année.
Alors, ce qui faisait que les points d'intérêt, parfois, des étudiants, on aurait pu élargir certains points historiques, mais parce qu'on avait l'impression de tout voir le programme, bien là, on devait s'en tenir quasiment à ce qu'ils voulaient faire. Puis, tandis qu'en deuxième secondaire, bien là, si tu voyais que tes jeunes étaient plus intéressés par quelque chose, bien que tu prennes un cours ou deux de plus, ça ne changeait rien, parce que de toute façon, à la fin de l'année, l'important, c'était d'avoir atteint l'intérêt des jeunes, puis avoir développé des connaissances et tout ça. Vous avez enseigné combien d'années? J'ai enseigné 33 ans. Quand même. J'ai pris ma retraite quand même. J'ai commencé, j'avais 20 ans. Parce qu'il faut se dire qu'à l'époque, comme je disais tantôt, secondaire, il y avait 4 années pour parfaire nos études en pédagogie. Ça faisait en sorte que j'étais rendu, dans le fond, j'avais 15 ans de scolarité. Ce qui est peu aujourd'hui, là. Ouais. Mais par contre, ça m'a permis de prendre une retraite parce que j'ai commencé à contribuer avec mon régime de retraite en 69. Puis tout au long des années d'enseignement, bien, je continuais à parfaire mon enseignement. Je faisais des cours. Okay. Et puis, quand j'ai quitté, j'avais 19 ans de scolarité. Wow. Donc, en même temps que je cotisais à ma retraite, bien, je pouvais parallèlement poursuivre mes études, mais c'est sûr que c'était relativement contraignant. Il fallait aller suivre les cours les fins de semaine, à Chicoutimi, puis à Saint-Félicien aussi. Puis... Donc, ça a été... Et puis, vous, votre épouse, êtes dans l'enseignement aussi? Oui. Vous vous êtes rencontrés dans le milieu scolaire ou c'est arrivé? Non. Ou c'est pas de mes affaires? Non, je peux en parler. D'abord, c'est mon épouse, ma conjointe, c'est Renelle Boudreau. Elle a fait carrière, elle, dans l'enseignement en français particulièrement. En musique d'abord, en français. Bon. Je l'ai rencontrée avec des bons amis que j'avais. Puis, à un moment donné, dans des réunions, dans des rencontres quelconques, bien, à un moment donné, on s'est croisés de l'œil, puis semblait avoir un intérêt réciproque. Donc, ça a commencé de même tranquillement. Puis, c'est ça, on est ensemble depuis quand même plusieurs années. Là, puis vous avez eu combien d'enfants? Un garçon. Un garçon? Louis-Jérôme, qui était ingénieur civil à la ville de Dolbeau-Mistassini. OK. Puis, ils nous ont donné deux beaux petits-fils, Charles et Henri le plus vieux. Le rôle de grands-parents. Hein? Oui, ça, je pense que quand on parle aux grands-parents, là, puis on veut les toucher, là, on leur parle de leurs petits-enfants. Ouais. C'est ça. Et puis, donc, ça, c'est votre carrière, mais vous avez eu plein d'implications. Parce que là, moi, je vois le temps filer, puis j'ai le goût aussi qu'on parle de votre implication politique, parce que vous avez été impliqué au niveau de la ville de Dolbeau-Mistassini. Ah oui, Qu'est-ce qui vous a allumé là-dessus? Qu'est-ce qui vous a incité à amener faire... Moi, j'y vais. Moi, je vais m'impliquer. On va essayer de changer les choses. Oui. J'ai été élu en 1989. Il faut se rappeler à l'époque qu'on venait de faire le mail, construire le mail. Puis rappelez-vous qu'il y avait eu, disons, un tollé un peu populaire à l'encontre de cette construction-là parce qu'on brisait la beauté de ce qu'était la municipalité, le boulevard et tout ça. Donc, il y avait un groupe de citoyens qui s'était formé pour, en quelque sorte, former un nouveau conseil. Alors, je me souviens que la première fois qu'on m'en a parlé, c'est Denis Trottier et Bruno Pelchat, Bruno, à l'époque, il était conseiller municipal. Je me souviens des difficultés qu'il y avait eues avec l'ancien conseil à cause de cette construction-là. Eux autres s'opposaient, puis le conseil majoritairement était pour. Ce qui fait qu'on m'a approché, puis Bruno, il dit, je me renouvelle pas de mandat. Il dit, ça t'intéresse? Il dit, puis Denis, c'était un de mes amis, puis ça l'est encore d'ailleurs. Et puis, j'ai accepté. Denis qui n'était pas dur à craquer pour s'impliquer. Non. Fait qu'à ce moment-là, c'est ça, on a été élus. Il y avait le poste de maire puis 6 conseillers. Puis on avait fait comme une équipe. Et puis, sur les 7 personnes, le maire puis les 6 conseillers, il y en a 6 qui ont été élus. Le seul qui a résisté, résisté entre guillemets, c'était mon collègue de travail, Maurice Sénéchal. Ah, Maurice, Puis Maurice, lui, était en faveur de l'aménagement du mail. Puis il avait ses raisons, puis je les discute pas. Sauf qu'on était copains, puis on se côtoyait à l'école, puis là, on était voisins aussi comme conseillers municipaux. Puis là, quand on prenait position dans le début de notre mandat, évidemment que lui, il était en quelque sorte le porte-parole de l'ancien conseil, puis nous, on était
ceux qui avaient été élus, puis à ce moment-là, ceux qui nous avaient élus, le comité de citoyens, ils parlaient de déconstruction du mail. Mais c'était impensable à ce moment-là. Nous autres, on s'est dit, à ce moment-là, le conseil de ville, qui était dirigé par M. Camille Lupien, que j'ai beaucoup apprécié, on s'est dit, on va faire avec, là, on n'a pas le choix, là, mais on va essayer au moins de concorder puis de faire en sorte que le développement commercial se fasse de la bonne façon. Puis, curieusement, quand on parlait de Maurice, qui était en quelque sorte la résistance, entre guillemets, avec le temps, bien, il s'est rangé un peu, on a pris des décisions communes, puis en d'autres termes, on a travaillé en équipe. Ou en équipe, c'est ça, sans mettre de côté les convictions, parce qu'on s'est dit qu'il faut regarder de l'avant. Ben, vous aviez été élu aussi pour faire fonctionner la ville, donc il fallait trouver des terrains d'entente. Oui, puis je pense qu'on a fait... Ça a été un tournant un peu dans le sens que il y avait beaucoup plus. À ce moment-là, la verdure, ça comptait pas beaucoup. Mais nous autres, on a commencé, par exemple, je vois encore, quand je vais sur le boulevard, il y a des arbres là, qui ont été plantés de notre temps. Puis il y a beaucoup de choses qu'on a faites ensemble. Je parlais de Denis. Denis Trottier, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration parce que il est facile de faire équipe avec lui. J'ai été avec lui à l'origine de la Société de gestion environnementale. C'est lui qui m'avait demandé, à un moment donné, je me rappelle, on se réunissait chez Denis le dimanche matin, des amis, puis il disait, ça serait plaisant de faire un festival d'environnement, puis tout ça. Fait que là, je trouvais... comme étudiant, ça me rappelle plein de souvenirs. Je trouvais tellement qu'il y avait des idées intéressantes. Denis, c'est un avant-gardiste. C'est quelqu'un qui voit beaucoup le développement. Puis je me souviens que Denis, il y a de la conviction. Oui, il ose aussi. Une autre fierté que j'ai à ce niveau-là, c'est l'aménagement du parc. Oui. Le parc de la Pointe-des-Pères. Oui, ben oui. Ça, c'est un dossier. Denis, je peux le dire, c'est lui qui était l'initiateur. C'est lui qui, pas sans mettre le feu, c'est lui qui a réussi à convaincre l'ensemble du conseil, puis qui est allé rencontrer les pairs. Puis c'était pareil aussi pour le parc du centre-ville. Je me souviens que Denis m'avait dit, tu viendrais-tu avec moi, on va aller rencontrer le boss de Domtar. C'était pas Domtar à l'époque, c'était en tout cas peu importe. Puis j'ai dit, voyons, on est allé le voir. Puis à ce moment-là, c'était la propriété de la compagnie, le parc du centre-ville. Ouais. Et puis, sauf qu'il n'y avait rien. Sauf, souvent, des gens jetaient des déchets et tout ça. Puis Denis, ben, il avait dit... Ça devenait une dompe. Ça serait le fun de faire un aménagement. Fait qu'on est allé rencontrer la compagnie. Puis, ils ont dit, oui, OK, on vous cédera pas... sans céder le terrain ils l'ont cédé, mais ils appellent ça un bail amphithéotique. Okay. Un bail amphithéotique, ça veut dire que si la vocation change, en supposant que la ville désire à un moment donné changer la vocation puis aménager, disons, des terrains pour des blocs appartements, tout ça, non. Il faut que ça garde une vocation verte, ce qui est correct. Là. Je pense pas qu'il y a aucune personne qui se plaigne de cet aménagement-là. Donc, c'est toutes sortes de choses comme ça. Surtout si on se rappelle de quoi ça avait l'air avant. Ben oui. Puis c'est aussi un autre dossier que j'ai beaucoup aimé à la municipalité. Ça a été celui, évidemment, de la salle de spectacle. La salle de spectacle, je garde tellement des bons souvenirs. Puis moi, ce que j'ai trouvé heureux, parce qu'à un moment donné, il faut dire que, vous comprenez, que quand il est arrivé le choix du terrain pour l'aménagement de la salle de spectacle, c'était Dolbeau ou Mistassini. Mais à ce moment-là, on a essayé d'être neutre dans le sens qu'on a désigné une série de potentiels par exemple, le Juvénat, par exemple, le Théâtre Météor, l'École Saint-Michel à Mistassini. Il y avait comme ça 5 ou 6 sites potentiels. Puis on a demandé une étude là-dessus. Puis l'étude recommandait, pas par beaucoup, mais le site actuel. Puis moi, je trouvais que ça tombait bien. Parce que, évidemment, tout se passait du côté de Dolbeau au niveau commercial. Ça a dévalorisé le centre-ville de Mistassini. Absolument. Ça venait rajouter... Absolument. Ça s'est avéré le choix le meilleur. Aujourd'hui, écoute, je pense qu'il n'y a personne qui va aller parler de mal de la salle de spectacle. Parce on entend tellement de belles choses des artistes qui viennent. Moi, j'ai plein d'amis là, qui viennent, puis chaque fois qu'ils viennent ici, ils m'écrivent en me disant « Mais vous avez donc bien une salle merveilleuse. » Ah oui, ça c'était une belle décision qui a été prise aussi. Puis... entre la salle de spectacle et les parcs, il y a eu quand même aussi la fusion de la ville. Ça reste un dossier important.
Oui. Vous en parlez moins parce que c'est moins des bons souvenirs? Non, c'est pas moins des beaux souvenirs, mais là, on est ad lib un peu, puis c'est sûr que des fois, on ne suit pas totalement le fil chronologique, mais oui. Ah oui, ça, la fusion. Je me souviens, on était professeur à l'école, évidemment, à Mistassini, puis on dînait à l'école. Puis Maurice Sénéchal était un de ceux, évidemment, qui était pro-fusion. Et puis il y avait Georges Simard aussi. Georges, qui était professeur d'éducation physique. Oui. On dînait ensemble souvent. Puis là, on se disait, qu'est-ce qu'on ferait pour... Georges n'était pas élu à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on ferait à un moment donné pour convaincre, parce qu'il y avait plus de volonté du côté de Dolbeau que du côté de Mistassini. Ce qui est normal. Ce qui est normal, tout à fait normal. Et puis, c'est ça. À un moment donné, à force de jaser, puis il y avait Guy Dallaire aussi à ce moment-là qui était intéressé, puis tout ça. Donc, on a comme formé un noyau de personnes qui pourraient... faut dire d'abord qu'il y avait déjà eu il y a eu deux référendums pour la fusion. Le premier a eu lieu, sauf erreur, en 1993, je pense, 93. Et puis, à ce moment-là... mettons que l'idée du côté de Dolbeau avait passé comme une balle, là, la volonté de dire oui, tandis qu'à Mistassini, c'était quasiment 50-50. Il y a eu de la résistance. Puis il faut dire à ce moment-là que le conseil de ville de l'époque, lorsqu'il s'était prononcé pour ou contre la fusion, il avait été tiède sur une volonté de fusion. Ce qu'on peut comprendre aussi. Ce qu'on peut comprendre. Je ne fais aucun reproche, là, c'est tout à fait légitime. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, la population n'était pas encore assez mûre pour ça. Donc, ça a été rejeté, mais ça a continué la discussion. Puis, il y a eu, pendant ce temps-là, de nouveaux élus. Et puis, Benoît Rousseau qui est arrivé. Il y avait Guy Dallaire. Il y avait, en tout cas, plein de telle sorte qu'on en est venu à faire un deuxième référendum en 1997. Il y a M. Gendron qui était à Mistassini à cette époque-là, oui. Qui enseignait à Dolbeau. Ce qui est drôle, c'est que vous étiez à Dolbeau, oui. Vous enseignez à Mistassini. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, Jean-Marc, quand j'ai commencé à enseigner en 1969, lui aussi commençait. OK. Parce qu'il faut dire que quand je disais qu'on avait déménagé de Chanoine-Simard à Chicoutimi pour l'enseignement, Francine était dans ma classe, sa conjointe, okay. Francine Ouellette. Et puis, c'est là qu'on a rencontré Jean-Marc. Puis eux autres, ça a cliqué. C'est le même que Jean-Marc, qui est de Chicoutimi. Puis, il a toujours vécu par la suite ici à Dolbeau-Mistassini. Puis, il est devenu maire. Mais pour revenir à tout ça, lorsque le Conseil... lorsqu'il y a eu un deuxième référendum en 1997, ça a été accepté. Dolbeau, il n'y a pas eu de référendum parce que la volonté avait déjà été établie. Du côté de Mistassini, là, ça s'est, mettons, on va dire à peu près 70 %. Puis c'est par la suite qu'on a formé un premier conseil de ville où il y a eu deux conseils qui étaient là en 1997. Pendant quelques mois, on a siégé par alternance à Mistassini, puis l'autre conseil à Dolbeau. Quand c'était à Mistassini, c'était le maire Gendron qui présidait. Okay. Quand c'était à Dolbeau, c'était le maire Lupien. Puis là, il y a eu des élections en 1998. Puis à ce moment-là, j'en étais rendu à mon deuxième mandat. Puis là, à ce moment-là, j'ai été élu sur ce conseil-là. Et puis... Tout était à faire. Ça devait être une... Là, c'était le balbutiement de la ville. Puis c'était positif parce que, écoutez, quand Dolbeau-Mistassini existait comme entité respective municipale, il n'y avait pas de consensus, parce que l'un voulait quelque chose, puis... L'autre voulait la même affaire, mais sur son territoire. On va prendre l'exemple du cégep de Saint-Félicien. Oui. Vous vous souvenez un peu, dans le début, le cégep de Saint-Félicien, on aurait aimé que ce soit à Dolbeau. Puis il y avait beaucoup de travail qui a été fait. J'ai jamais vérifié l'authenticité de ce que je vais vous dire, là. Il y avait un membre du conseil d'administration, disait-on, qui venait de Mistassini, qui aurait... fait pencher le vote à l'époque pour décider Saint-Félicien ou Dolbeau. Pour pas que Dolbeau l'ait, il aurait donné son vote, il aurait donné la décision. Écoutez, ça, c'est peut-être... la légende. La légende urbaine. Mais on dit toujours qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Ah, oui. Peut-être que ça s'est produit, mais en tout cas. Puis là, par la suite, évidemment, moi, je pense que c'est la plus belle réalisation qu'il n'y a pas eu. Là. Depuis ce temps-là, écoute...
Mais c'était long avant de parler d'une entité de Dolbeau-Mistassini. Tu sais, souvent, il y avait encore une petite guéguerre de clocher, mais je pense qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde assume bien l'identité de Dolbeau-Mistassini. Mais moi, ce que je trouvais difficile, parce que moi, je ne la voyais pas, la rivalité, parce que je suis né à Mistassini, j'ai vécu à Dolbeau, j'ai fait carrière à Mistassini. Donc, moi, traverser les deux ponts, c'était normal. C'était normal. Mais il y en a pour qui il n'était pas question d'aller faire l'épicerie à Dolbeau, puis inversement, à Dolbeau, il n'était pas question d'aller faire l'épicerie à Mistassini. Moi, je disais, ben voyons donc, c'est quoi l'idée? Ben voyons, c'est pour te dire, mais c'est une mentalité qui n'est pas propre à Dolbeau-Mistassini, c'est une mentalité qui est valable au Québec. Oui, on peut. Quand on dit l'esprit de clocher, c'est ça un peu. Oui, oui. Mais je pense que l'avantage que les municipalités étaient juste séparées par une rivière qui était proche, puis que tout le monde allait déjà d'un à l'autre, dingue dans le système scolaire. Tu sais, moi, j'étais allé jusqu'en secondaire 3 à Mistassini, après ça, j'allais à Dolbeau. Fait il y avait un sentiment d'appartenance qui se créait sur la communauté, même si c'était encore séparé à cette époque-là. Oui. Puis moi, je pense même, tantôt, on parlait de la salle de spectacle. Écoutez, moi, la salle de spectacle, ça ne serait pas réalisé s'il n'y avait pas eu fusion. Absolument. Parce que ça, c'est pas de mystère là-dedans. C'est l'union qui fait la force, c'est pas la désunion. Fait que vous avez fait 3 mandats comme conseiller? J'ai fait 3 mandats. Puis je te cacherai pas, là, outre que le dernier mandat, là, il y avait de la fatigue un peu, de la lassitude. Ouais. Je te dirais que j'ai accepté d'y aller parce qu'on me disait, ben écoute, ça prend parce qu'il y avait beaucoup d'anciens des conseillers des 2 autres villes qui laissaient passer. Puis ils disaient, ben ça prend de l'expérience, ça prend des gens qui ont un peu d'expérience. Bon, fait que là, j'avais accepté. Mais j'ai trouvé ça difficile, parce que, pas les 2 premières années, mais les 2 dernières années, là, j'ai été rattrapé un peu par... Moi, c'est pour ça que moi, je suis de l'école, là, que les politiciens ne devraient pas jamais faire plus de 2 mandats. Ça devrait être une loi, comme un peu aux États-Unis. Dans plein de papiers. Dans plein d'endroits. Tu as fait ta place. Il faut savoir arriver, mais il faut savoir partir aussi. Ça, il y en a qui ont de la misère à comprendre ça. Je ne l'avais pas compris, il faut croire, parce que le dernier mandat en a été à preuve. Mais ça fait rien. J'ai pas de regrets quand même. Là. Et est-ce que c'est là, parce que là, on va comme changer de sujet, où vous avez dit, bon, moi, là, je suis plus conseiller, mais j'aime ça m'impliquer. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Ah, la nature, la chasse et la pêche. Est-ce que c'est là que vous avez commencé à vous impliquer dans le Club Panache, mouvement chasse et pêche? Là, j'ai peut-être pas les bons termes, là. Ben, c'est pas là, c'est antérieurement à ça, puis c'est parallèlement à ça aussi. OK, ça se passe en même temps. Ça se passe en même temps. Je vais t'expliquer un peu, Pierre, comment c'est arrivé. Évidemment, comme tu le dis, j'ai toujours eu l'intérêt pour la chasse et la pêche. J'ai toujours pratiqué la pêche, particulièrement plus que la chasse. Et puis, à l'époque, peut-être au milieu des années 70, 75, le directeur, un des membres de la direction de l'école, Denis Lamotte, pour ne pas le nommer, m'avait dit, Gilles, écoute, t'as de l'intérêt pour la chasse et la pêche, toi. Puis lui, il faisait partie à ce moment-là du Club Panache. Puis il dit, écoute, l'association de chasse et pêche de Dolbeau. Et il dit, d'ailleurs, je dis Dolbeau, d'ailleurs, c'est quand tu avais l'écusson du Club Panache, je dis ça en parenthèse, là, c'était marqué Club Panache Dolbeau-Mistassini. Eux autres l'avaient déjà fait, la fusion. Okay, ça s'appelait de même. L'appellation, c'est un petit flash que j'ai de même. Fait qu'il dit, il y a un de nos directeurs qu'on a mis à la porte, entre guillemets, parce qu'en tout cas, il avait vendu des cartes de membre, puis il mettait... En tout cas. Il dit, viens donc. Fait que j'ai dit, OK, je vais y aller. Fait que je assiste à une réunion, 2 réunions, puis le secrétaire démissionne. Tu serais pas intéressé de devenir secrétaire? Ah, oui, je vais faire ça, moi. Fait que là, je suis secrétaire. Puis à un moment donné, on a des congrès régionaux. Puis là, les congrès régionaux, à un moment donné, je rencontre plein des grands amis que j'ai encore d'ailleurs. Un de mes grands amis vient on va à la pêche ensemble, à la chasse, Marcel Simard, pour ne pas le nommer. Et puis, c'est ça, on tisse des liens. Puis à un moment donné, il y a une régionale qu'on appelle, une régionale, tu me vois venir. Ouais. La régionale, on aurait peut-être besoin d'un secrétaire. Lui était président, Marcel. Je dis, je vais pas faire ça, moi. Fait que, c'est un peu mon problème. J'ai de la misère à dire non. Ben oui, c'est l'engrenage là, qui se resserrait sur vous. Ouais, je suis devenu secrétaire. Puis à un moment donné, on avait des réunions provinciales. Des régionales qu'on appelle, la régionale Saguenay-Lac-Saint-Jean, toutes les régionales du Québec, là, un peu comme le profil économique des divisions économiques des régions. Ouais. C'était un peu la même chose. Puis là, j'ai rencontré plein de gens. Puis à un moment donné, je suis devenu président régional.
En devenant président régional, je siégeais automatiquement sur le conseil provincial. Je suis devenu vice-président provincial. Je te cacherai pas qu'on m'a très souvent invité à la présidence, mais je disais non, parce que les distances. Voyager de Dolbeau-Mistassini, Québec, Montréal, puis ça, le Québec en entier, je trouvais ça trop lourd. Surtout quand tu veux, votre implication, c'était parce que vous aimiez la pêche, mais là, en allant à Montréal toutes les semaines, ça vous éloignait de votre lac de pêche. Puis là, en même temps que je dis ça, j'ai tissé des liens d'amitié avec plein de monde. Récemment, je suis allé à la chasse au chevreuil en Estrie avec des amis que j'ai connus à la Fédération qui nous invitent, Marcel et moi, pour la chasse. Puis nous autres, inversement, l'été, c'est un échange de bons procédés. Je les invite à mon camp, en forêt. Fait qu'ils viennent à la pêche, à la truite, puis on reprend ça à l'automne avec une petite partie de chasse qui est agrémentée de ce que vous pouvez imaginer, des bons repas, puis tout ce qui entoure le bon repas. Là, puis, festif. Festif, oui. Puis, du chevreuil, c'est pas tannant. C'est des liens d'amitié qui sont... puis ça nous permet aussi de voyager. Comme là, eux, il y avait une terre qu'ils louaient, parce que vous savez que les terres là-bas, c'est privé. Il faut qu'ils louent des terres. Ils louaient ça tout près de Quaticook. Puis là, la dernière fois, comme la famille de qui ils louaient avait décidé de ne pas relouer, ils ont loué une autre terre tout près du Vermont. Donc, on est allé cette année tout près du Vermont. C'est encore ça vous permet de découvrir d'autres territoires absolument, aussi. Absolument. D'autres faunes, d'autres flores. Absolument. Puis ça meuble aussi des loisirs de retraités, là, des beaux loisirs. Parce que quand on est à la retraite, là, j'en parlais justement hier, je parlais tantôt de Bruno Pelchat, puis par hasard, je l'ai rencontré hier à l'épicerie, on est toujours demeurés amis. Puis lui me racontait, tu vas me rejoindre là-dessus, là. Il me racontait qu'il était à la retraite aussi, puis il dit, ouais, on parlait de retraite, on n'a pas le temps de se voir, puis qu'est-ce qu'on faisait quand on travaillait, puis etc. Fait que là, il me dit, il dit, tu me fais penser, il dit, Maurice Morissette, quand j'ai pris ma retraite, je dis, Maurice, tu me fais sourire parce que je connais très bien. Avec ma mère. Avec Maurice, Maurice me dit, il dit, quand tu vas à ta retraite, il dit, quand tu as 60 ans, là, il dit, ça va à 60 000 à l'heure. Puis il dit, quand tu as 70 ans, le temps passe à 70 000 à l'heure, à 70, puis 60 000 à l'heure. Moi, je lui ai dit, je pense que c'est encore plus vite que ça. Parce que quand plus les années passent, il me semble que ça passe toujours plus vite. Mais vous avez été là longtemps. Là, vous êtes récemment retraité de la chasse et de la... Pas de la chasse et de la pêche, mais de poste de gestionnaire. Oui, parce qu'en même temps que j'ai occupé ces postes-là, au début aussi, comme il y avait des cours, vous savez, des cours de maniement d'armes à feu, puis d'initiation à la chasse. Comme j'étais pédagogue, on m'a dit, voudrais-tu devenir moniteur pour... j'ai dit oui. Fait que là, évidemment, ça a fait encore le même cheminement. Là. Je suis devenu moniteur pendant plusieurs années, donner des cours. Je suis devenu ce qu'on appelait le responsable régional. Comme je disais pas non. mais dire non, c'est toujours des activités qui sont pas payantes. Je sais ça. Tu sais de quoi je parle. Ouais. Fait que c'est ça. À un moment donné, c'est ça. J'ai été moniteur pendant plusieurs années. Puis bizarrement, avant la pandémie, j'avais décidé... c'est pas la pandémie qui m'a fait prendre cette décision-là. J'avais décidé que j'avais fait ma part. Puis même au niveau provincial, j'étais encore président régional. Ça remonte juste avant la pandémie. Puis moi, j'avais pas renouvelé au Congrès. J'avais dit, vous allez en élire un autre parce que ma décision est prise. Là, je passe à d'autres choses. Fait que là, depuis 3 ans, 2-3 ans, là, c'est plus mollo au niveau du chasse et pêche. Vous continuez d'être chasseur et pêche. Oui, le loisir demeure. Le loisir demeure, puis ça, je continue toujours la pratique. Puis c'est quoi quand vous regardez cette période-là, c'est quoi les grands dossiers ou les grands enjeux? Tu sais, on a beaucoup parlé, je sais que je vous ai déjà entrevu, entre autres, sur les armes à feu. On sait que c'est un dossier qui est important, mais des fois qui est mal compris entre quelqu'un qui habite en ville puis qui fait face à des gangs de rue qui sont armés, puis la région où c'est plus des gens qui vont à la chasse. Donc, ça, c'était un des dossiers, je pense, qui a grandi. Vous avez vu naître, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, oui. Le fameux déclubage. Il faut savoir là, que dans les années 70, il y avait des clubs privés. Oui. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, il n'y a pas de ZEC, il n'y avait rien. Le gouvernement se délestait de la prise en charge des territoires en cédant des territoires à ce qu'on appelle des clubs qui étaient privés.
Donc, par exemple, sur la ZEC de Rivière-au-Rat, parce qu'il est proche de nous autres, il y avait plein de clubs où les membres étaient dédiés à un territoire, on va dire le Lac-Jourdain, puis il y a juste eux autres qui pouvaient profiter de tout ça, alors que c'était un territoire public. Ouais. Évidemment, c'était frustrant, parce que si tu veux profiter de la manne, il faudrait que tu fasses partie d'un club. C'était pas n'importe qui pouvait rentrer dans ce club-là. C'était incohérent. Fait que nous, au moment où j'étais dans le début de mon implication régionale, on avait comme objectif, avec la Fédération québécoise des chasseurs, de faire en sorte que cette aberration-là soit abolie, qu'on abolisse les clubs privés. Évidemment qu'il y avait beaucoup de résistants, tu comprendras, Pierre. Oui, tous ceux qui en profitaient ne voulaient pas que ça change. Fait que là, il y a eu l'élection du Parti québécois, il y a eu aussi les élus libéraux à ce moment-là devenaient de plus en plus convaincus qu'il fallait que ça cesse. Fait que on a réussi à... Puis historiquement, si je ne me trompe pas, ces clubs privés-là au Québec, c'était beaucoup contrôlé par les Anglais. Oui. Moi, oui, tu as entièrement raison. Même que quand j'assistais à mes premiers congrès provinciaux, il y avait toujours... ça a d'abord été la Québec Wildlife Federation, pour te dire. Là. Avant, ça s'appelait la Fédération québécoise de la faune. Ça avait une connotation anglaise. Il y avait toujours beaucoup d'anglophones qui assistaient au congrès. Puis avec le temps, ça s'est... non pas que les Anglais, il n'y en a plus présentement, mais ça s'est francisé. Puis il y a eu l'abolition des clubs privés aussi. Puis je me souviens que quand on faisait des assemblées avec le gouvernement, ça suscitait beaucoup d'opposition. Je me souviens que mon ami Marcel, que je parlais tantôt, qui était président, se faisait chahuter. Je me souviens d'une assemblée à Alma. Mais en tout cas, les mentalités ont changé. Un autre élément dont on est très fier, c'est les plans de gestion. Les plans de gestion, par exemple... à un moment donné, on s'est aperçu que le cheptel de l'orignal diminuait au Québec de façon alarmante. Là, on se reporte les années 80. Et puis, la beauté de tout ça, c'est que les autorités du ministère de la Faune côtoyaient les chasseurs, puis avec pas co-gestion, mais on jasait ensemble. Fait que là, les biologistes nous disaient aux associations, il faudrait que vous convainquiez vos membres qu'il faudrait peut-être modifier la loi. Parce qu'à ce moment-là, tu avais un chasseur qui pouvait tuer un orignal. Fait qu'on commençait à dire, pourquoi que ça ne prendrait pas 2 permis pour abattre une bête? Encore là, quand tu dis ça au chasseur, hey, là, toi, tu sais que tu te prends, là, pourquoi tu fais ça? Là, écoute, il faut regarder comment on peut... On ne peut pas perdre la ressource. C'est ça, la ressource. Fait que finalement, on a réussi à convaincre notre monde. Puis là, il y a eu alternance. C'est pour ça qu'actuellement, comme cette année, c'était une année permissive, dans le sens qu'on pouvait abattre soit une femelle, soit un mâle. Puis ça prend toujours 2 permis. Alors, là, l'année prochaine, il n'y aura pas de possibilité, juste les mâles. Ça a tellement été très fructueux qu'aujourd'hui, le cheptel orignal, là, vous le savez, il y a une augmentation du nombre de chasseurs, puis le succès de chasse est phénoménal. Oui. Alors, c'est toutes des choses comme ça. Une autre chose que j'ai bien appréciée aussi dans ma carrière à ce niveau-là, c'est la corporation de l'activité pêche, la Wananiche. Ouais. La Wananiche était en danger. La Wananiche était en grand danger. Puis encore là, on a eu de la résistance. Parce que quand on a parlé de faire la corporation de l'activité pêche, dans le fond, on faisait du lac Saint-Jean ce qu'on appelle une aire faunique communautaire. Une aire faunique communautaire, c'est à peu près comme une ZEC, une zone d'exploitation contrôlée. Okay. C'est un territoire dont on donne la gestion à un conseil d'administration mélangé de pêcheurs, mélangé de biologistes, mélangé d'expertise pour arriver à trouver des solutions. Pour garder... Donc, vous avez démocratisé tout ça pour qu'il y ait un plus grand accès avec le déclubage. Exactement. Mais en même temps, c'était de protéger aussi la ressource pour qu'on puisse continuer pendant des générations, à pouvoir utiliser ces zones-là comme pour pêcher et puis chasser. Donc, c'est important. Exactement. Mais c'est de même que Mark Archer, qui était au début, qui est encore là, que tu connais sans doute, qui est biologiste, c'est un grand acteur dans cette affaire-là. Mais en même temps que je dis tout ce que je dis là, je fais un peu du coq à l'âne. Moi, ce que je trouve dans tous les éléments qu'on a pu aborder aujourd'hui, là, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est équipe. Okay. Une personne peut pas être prétentieux au point de dire « j'ai fait quelque chose ». Que ce soit le dossier de la salle de spectacle, que ce soit la fusion, que ce soit tous les dossiers qu'on a pu aborder. S'il n'y a pas une équipe,
Ça se fait pas. Puis vous êtes un gars d'équipe. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui. J'ai jamais dit non là, pour ces raisons-là, d'ailleurs. Tu sais, quand tu arrives avec de la conviction, puis tu arrives avec des gens qui sont convaincants aussi, là, tu peux pas faire autrement que d'adhérer. Puis quand tu sens qu'il y a de l'écoute, puis qu'on peut créer quelque chose en groupe, et que tu fais pas juste suivre une espèce de leader qui a la vérité. C'est ça. C'est sain comme... Mais ça, tout changement aussi en même temps amène de la résistance. Oui. Ça, c'est l'être humain, on est réfractaire au changement. C'est tout à fait normal. On est habitué dans nos pantoufles, puis on n'aime pas que quelqu'un vienne nous déranger. Mais quand c'est des dérangements pour le mieux, on le comprend souvent avec un recul. Mais aujourd'hui, on parle de fierté de dossiers qui ont été réalisés, mais ça s'est pas fait en criant lapin. Là. Oui, puis il y a des gens qui n'étaient pas contents. C'est ça, exactement. Oh. Alors, c'est ça. C'est quand même des dossiers qui ont été préoccupants au niveau de la faune. Puis, tout ça, je faisais ça parallèlement avec ma petite carrière politique. Là. J'ai jamais... Moi, je vais vous dire, Pierre, que j'ai jamais été un vrai politicien. Je voudrais pas dire ce que je vais dire là, mais je vais peut-être le dire. Certains politiciens, là, de la démagogie. Oui. Ça, quand tu veux être élu, prenons l'exemple d'un gouvernement actuellement qui va consentir, qui va redonner à la population, qui va faire miroiter des choses. Il y a des élections l'année prochaine. Il faut s'attendre que dans la prochaine année, il va y avoir des bonbons. Moi, c'est un peu ça, que je trouve un peu difficile. C'est... moi, je pense qu'il faut être franc. Là. Des fois, toute vérité n'est pas bonne à dire. Là. Mais à un moment donné, il faut que tu donnes leur juste. C'est que si on part sur des principes de franchise puis la vérité, on se cache pas les problèmes puis on les ressortira pas quand ils vont exploser. Là. Mais malheureusement, la politique, c'est ça, la politique. C'est de la démagogie, puis j'ai de la misère avec ça. Mais là, je me dis que la population ne doit pas être dupe non plus. La population, il y a une partie de la population qui se laisse leurrer, malheureusement. Ouais. Mais la majorité n'est pas dupe. En tout cas, il y a encore de l'espoir. Faut pas être c'est ça, la démocratie. On fait confiance à l'intelligence collective. C'est exactement. Puis c'est ça. Faut développer aussi cet aspect-là. Moi, je suis toujours l'actualité politique. Il n'y a pas une journée. Mon début de journée, c'est avec un café puis le journal. Moi aussi. Puis c'est ça. Puis avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on va chercher l'information. On peut aller vérifier. On peut déjà faire de la recherche, un peu approfondir des dossiers. C'est ça. C'est la curiosité. Puis c'est plaisant. Rester curieux. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Puis là, monsieur Brassard, aujourd'hui, là, vous n'êtes plus enseignant, vous n'êtes plus politicien, vous n'êtes plus dans le mouvement chasse et pêche. C'est quoi vos rêves pour les prochaines années? C'est quoi vos implications? Qu'est-ce que vous avez le goût de faire avec... Il y a toujours le voyage qu'on a en tête, là. On s'était même qu'on a été un petit peu frustrés par la pandémie, parce que tout le monde, hein? nous, on est arrivés en Espagne. On était en Espagne en plein cœur de la pandémie, de l'explosion de pandémie. Là. Bon, on est revenu en toute vapeur au Québec. Guylaine Proulx, d'ailleurs, on était du même voyage. Et puis, c'est ça. C'est sûr que cette année, on aurait aimé retourner puis voyager encore, mais là, on reste un peu sur le recul, là, parce qu'on sait pas qu'est-ce qui s'en vient. Puis on a quand même vécu une expérience qui n'est pas plaisante non plus. Mais non. Quand une pandémie éclate, t'es chez vous, c'est pas pire, mais quand t'es en plein cœur, puis t'es à l'étranger, puis si tu tombes malade, ils vont donner priorité à leurs résidents. Oui. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas reprise. Il faut être optimiste. À un moment donné, il va y avoir un retour. Puis il y a toujours quelque chose qui nous occupe aussi, tout le temps. Être grand-parent, ça occupe. Oui, oui, être grand-parent, ça occupe. Puis ça fait toujours plaisir aussi d'accueillir nos petits-fils. On en a seulement que 2. Et puis, c'est ça. D'ailleurs, tu me fais penser, quand on parlait de loisirs, mon camp que j'ai en forêt, évidemment, je l'avais au début avec mes frères. Et puis, là, on vieillit, etc. Puis là, à un moment donné, les autres, ils ont commencé à se désintéresser. Puis, pardon, moi-même aussi, au niveau de... on veut pas, on vieillit, là, à un moment donné, là, à un moment donné, moi, mon inquiétude, mon fils est aussi amateur de chasse et pêche. Ah. Mais je savais pas s'il y avait de l'intérêt à prendre la relève, dans le sens qu'il devienne le propriétaire du camp.
Mais ma grande surprise, quand il y a eu des premières discussions, il a montré beaucoup d'intérêt, de sorte qu'aujourd'hui, il est devenu propriétaire. Il a acheté la part de mes frères, puis moi, je lui ai donné ma part, puis là, ça fait qu'au moins, il y a de la relève. Ça fait plaisir, parce qu'on n'est pas éternellement là. Ça fait que... Mais le père en profite encore, même s'il a cédé ses parts. Fait que vous allez avoir encore plein de belles saisons de chasse et de pêche. De chasse et de pêche, de loisirs. Puis aussi, je pense que... Même enseigner ça à vos petits-fils, hein? Ça, c'est aussi un plaisir que vous allez sûrement avoir. Puis mais ce que je dis aussi, je disais souvent, quand je parle de notre région, on a tellement une belle région. Moi, je trouve qu'il faut tellement apprécier notre coin de pays, là. Je disais, quand je donnais des cours de maniement d'armes, je disais aux gens, là, que vous soyez à Chicoutimi, que vous soyez partout dans la région, êtes-vous plus loin que 10 minutes de la forêt? Je disais aux gens, trouvez-moi une place au Saguenay-Lac-Saint-Jean où on n'est pas à 10 minutes de la forêt. Mais je pense qu'on ne l'apprécie pas. Moi, Pierre, quand j'étais enseignant, je disais plutôt que je traversais les deux rivières. L'été, là, je voyais des gens qui étaient agglutinés aux abords des ponts, puis qui prenaient des photos. C'était des Européens ou des touristes. Puis nous autres, on passe devant ces paysages-là tous les jours, mais on ne les regarde plus. J'ai un ami français qui est arrivé sur le bord de la rivière Mistassini puis il a dit « mais c'est quoi le nom de ce fleuve? » Non, c'est une rivière. Quand on va en Europe, on sait pourquoi ils appellent ça un fleuve. Hey, Monsieur Brassard, c'est déjà terminé. Ah oui, déjà, oui. Merci infiniment de nous avoir livré votre histoire, vos réflexions sur la vie qui passe et sur vos projets, vos accomplissements. C'est un réel plaisir de vous revoir. C'est un plaisir partagé. Merci à vous. Merci. Et nous, on se dit merci. C'était la dernière émission de On Jase là. Il y aura peut-être une autre saison. Bye. Bonjour, bienvenue à Impro en studio. Impro en studio. À Impro en studio. Impro en studio, c'est une rencontre entre deux joueurs d'improvisation qui se prêtent à différents jeux devant un écran vert pouvant devenir n'importe quel décor. Suivez les aventures de vos joueurs préférés, guidés par les arbitres Vanessa Girard, Sébastien Roy et Christian Laprise. Prochaine adresse, c'est l'itinéraire des entreprises d'économie sociale de la MRC de Maria-Chapdelaine. En collaboration avec la MRC de Maria-Chapdelaine, Essor 02 et la SADC Maria-Chapdelaine, découvrez différentes entreprises et apprenez-en plus sur l'économie sociale.